Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui nous touche plus ou moins tous, notamment si vous êtes dans le milieu du travail, que vous avez une vie professionnelle. Il s'agit du burn-out et je voulais faire un petit peu un état des lieux et surtout le lien entre stress, surmenage et burn-out. Donc cette vidéo est une vidéo qui se trouve sur ma chaîne Lifestyle. Donc si vous voulez plus de détails, si vous voulez vraiment rentrer au cœur du stress, des mécanismes neurophysiologiques, neuropsychologiques du stress, si vous voulez comprendre le cheminement du stress jusqu'à la phase de surmenage et de décompensation qui est le burn-out, je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube professionnelle, la micronutrition 2.0 by Anna Potter. Je vous explique vraiment tout. Les bilans biologiques qu'on fait faire, les interrogatoires cliniques qu'on réalise, les questionnaires qu'on utilise pour dépister le stress, l'anxiété, la dépression, le burn-out, les thérapeutiques, les outils que l'on utilise pour les prendre en charge. Bref, je vous fais un état des lieux global sur le sujet. Dans cette vidéo, je vais essayer de faire quelque chose d'un petit peu plus court, de plus succinct, de plus synthétique, sans quand même passer complètement à côté et vous faire quelque chose de trop basique et de trop simpliste. C'est pas trop on va dire ma capacité principale de faire des choses très simples et c'est pas évident pour moi. Donc on y va. Alors, je peux pas vous parler de burn-out sans vous parler de stress, c'est pas possible, puisqu'on sait que c'est le stress chronique mal géré qui finit par décompenser et générer un burn-out. Et donc de toute façon, le stress est quand même un sujet qui est très intéressant parce qu'aujourd'hui nous sommes tous plus ou moins soumis au stress. Et un point que je voulais vraiment soulever aujourd'hui et que j'espère que vous comprendrez, c'est que pendant longtemps, et j'en ai fait partie, on a jugé que le stress était un ennemi à combattre, un ennemi à éliminer, alors que toutes les études qui ont été réalisées, notamment toute l'approche neurocognitive et comportementale, que j'ai eu l'occasion de découvrir grâce au docteur Jacques Fradin, toute cette approche ANC, finalement a mis en évidence que le stress n'était pas notre ennemi, bien au contraire, que le stress était finalement un signal d'alarme. Et si vous arrivez à comprendre ça, je suis sûre que vous aurez une approche totalement différente dans votre manière de gérer votre stress. Effectivement, le stress, finalement, c'est un signal qui nous fait prendre conscience, qui devrait nous faire prendre conscience que nous ne fonctionnons pas sur le bon mode. Donc, on ne fonctionne pas sur le bon mode. En gros, donc je vous l'expliquerai bien sur l'autre chaîne, mais pour faire très simple, on fonctionne sur deux modes. Ça s'appelle la gestion des modes mentaux. On a un mode mental qui s'appelle automatique, qui nous permet de gérer tout ce qui est situation connue, simple, voilà, dans nos automatismes de la vie de tous les jours. On ne s'en rend pas forcément compte, c'est vraiment un système qui se met en route très rapidement. Et puis on a un autre mode mental qui s'appelle le mode mental adaptatif, qui lui permet justement de gérer les situations qui sont inconnues, qui sont complexes, qui sont nouvelles. Et en fait, le stress, lui, il est généré à partir du moment où, pour une situation qui nécessite qu'on utilise le mode mental adaptatif, notre cerveau va tout de suite aller utiliser le mode mental automatique. Donc ce qu'on appelle le cerveau néolimbique. Le limbique, au lieu d'aller utiliser toute la zone avant du cerveau, donc tout le territoire préfrontal. Et en fait, le préfrontal va s'en rendre compte, il va envoyer un message à notre cerveau reptilien, et c'est dans le cerveau reptilien que va naître le stress. Donc ça a été clairement identifié grâce à la neuroimagerie. On sait aujourd'hui que le stress est généré par le reptilien lorsqu'il reçoit un message de l'adaptatif qui lui dit attention, là notre petit coco, il n'utilise pas le bon mode. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement important parce qu'aujourd'hui, on a mis en place des outils de GMM, donc de gestion des modes mentaux, qui nous permettent d'apprendre à chaque individu, à chaque patient que l'on suit, à faire cette fameuse bascule du mode mental automatique vers le mode mental adaptatif. Moi, c'est quelque chose que je fais faire de temps en temps à certains patients qui ont des troubles anxieux ou qui ont un stress qui les paralyse et qui les empêche d'avancer. Déjà, de comprendre que le stress est un signal d'alarme, finalement c'est un ami qui nous indique qu'il faut changer de mode. Et donc les outils utilisés, notamment la gestion des modes mentaux, permet d'apprendre à faire cette bascule du limbique vers le préfrontal. Donc c'est plein de petits exercices comme l'exercice du mélomane, il y a plein de petits exercices comme ça qui nous permettent de changer de mode. L'idée c'est de se dire que quand on est dans un mode automatique,
on est dans des dimensions qui correspondent un petit peu à la rigidité, au manque de souplesse, à la dichotomie, c'est tout noir ou c'est tout blanc, pardon, aux certitudes, ou un petit peu la pensée publique prédomine sur la pensée individuelle, où on est dans de l'empirisme. C'est très carré, très strict, il n'y a pas de souplesse. Alors que lorsque l'on passe dans le mode adaptatif, et souvent les situations qui sont nouvelles, les situations qui sont complexes demandent justement qu'on passe dans ce mode adaptatif, on va faire preuve de prise de recul, on va faire preuve de souplesse, de nuance dans notre discours, où on va relativiser. Et ça, c'est extrêmement important. Donc rien que de se dire cette situation est complexe, cette situation est nouvelle, cette situation me demande donc de solliciter les territoires préfrontaux, me demande donc d'être en mode mental adaptatif. Donc je vais essayer de faire preuve d'un petit peu de recul, d'un peu plus de nuances. C'est pas tout blanc, c'est pas tout noir, il y a plein de nuances. Je vais relativiser, je vais essayer de faire preuve de curiosité. Et tout de suite, vous verrez que le fait de faire cette bascule d'arrière en avant va permettre naturellement de diminuer le stress puisqu'on va solliciter les bons territoires au niveau du cerveau. Donc ça, c'est l'approche neurocognitive et ça marche très bien. Donc les exercices de gestion des modes mentaux fonctionnent très bien. On peut aussi utiliser tout ce qui est pleine conscience. Il y a des protocoles qui ont été définis et qui ont été validés scientifiquement. Le protocole MBSR, qui est le protocole de réduction du stress, qui marche très bien, qui se fait sur 8 semaines. On peut très bien utiliser quelques outils, quelques exercices de pleine conscience qui vont permettre d'accueillir le stress et d'apprendre à le gérer au lieu de vouloir le combattre en permanence. Donc ça, c'est pour la partie psychologique. Alors, on a eu des grandes études qui ont été faites, notamment les études de Laborie, sur les 3 phases du stress, puisque je veux vous parler du burn-out. Mais pour vous parler du burn-out, il faut commencer par parler du stress, puisque ça vient du stress. Et dans le stress, on a 3 phases. Une phase d'alarme, une phase de résistance, une phase de chronicité, qui va entraîner le surmenage, puis la décompensation, vers le burn-out. Donc ça a été très bien étudié au niveau neurobiologique, au niveau des synthèses de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, c'était très très bien déterminé. On sait exactement quels sont les neuromédiateurs qui sont synthétisés, comment est-ce qu'ils sont synthétisés en phase d'alarme, en phase de résistance et comment ça se passe au niveau du burn-out. Tout a été bien défini, donc effectivement en micronutrition, en médecine fonctionnelle et nutritionnelle, on a des outils qui nous permettent de renforcer des synthèses de neuromédiateurs qui s'épuisent à cause du stress, de renforcer les surrénales, de renforcer la fonction cerveau. Donc ça, c'est une autre approche, mais c'est une approche qui est très complémentaire. Donc si vous souffrez de stress, effectivement, il va falloir envisager une prise en charge qui va être très complète. La partie psy, avec les thérapies de 3e vague, par exemple la pleine conscience, la gestion des modes mentaux, la thérapie ACT, mais aussi la partie micronutrition qui est très importante parce que votre cerveau, lorsqu'il subit un stress chronique mal géré, il s'épuise. Donc votre cerveau n'est plus capable de synthétiser des neuromédiateurs qui sont extrêmement importants comme la dopamine, la noradrénaline, la sérotonine, l'acétylcholine, et puis au niveau des surrénales, on va avoir un épuisement des surrénales, une hypertrophie des surrénales avec des synthèses d'adrénaline, de noradrénaline, et puis à un moment, il n'y a plus rien qui fonctionne. Le cortisol, il va monter de manière très progressive et très haute, et puis d'un coup, il va s'effondrer, et c'est ce qu'on appelle le burn-out. On a un épuisement hormonal, on ne synthétise plus rien. Donc en micronutrition, on a des outils qui nous permettent de renforcer toutes ces synthèses, de renforcer les surrénales, de renforcer la fonction cerveau. Donc pour vous dire que les approches, si vous souffrez de stress, si vous souffrez de syndrome anxio-dépressif, si vous présentez un burn-out, un syndrome de surmenage, il faut envisager une prise en charge qui est complète. Ça va pas être que dans l'assiette, ça va pas être que les compléments alimentaires, que les micronutriments, ça va être une prise en charge très globale, neurocognitive, comportementale, émotionnelle et purement micronutritionnelle, puisque on a vraiment bien identifié tout ce qui se passe au niveau du cerveau et au niveau des surrénales. Donc ça, c'était un petit point que je voulais faire, assez rapide. Maintenant, je vais vous parler du burn-out. Donc le burn-out, vous l'avez bien compris, le burn-out, il arrive une fois qu'on a épuisé notre organisme. On a eu des synthèses très importantes de noradrénaline, d'adrénaline, de cortisol, et
tous nos neuromédiateurs se sont effondrés, avec une grosse fuite de magnésium. D'ailleurs, le magnésium, c'est un micronutriment qui est extrêmement important dans tous les syndromes avec du stress, anxio-dépressif, de burn-out. Il faut utiliser du magnésium. Mais encore une fois, pas n'importe quel type de magnésium. Je vous déconseille de vous complémenter par vous-même. Demandez conseil à votre pharmacien, demandez conseil au professionnel de santé qui va s'occuper de vous, parce qu'il faut avoir une connaissance médicale, une rigueur scientifique suffisante pour pouvoir déterminer quel est le magnésium qui va être le mieux biodisponible, quelles sont les posologies dont vous allez avoir besoin. On peut doser le magnésium érythrocytaire d'ailleurs. Donc voilà, ne vous complémentez pas à l'aveugle. J'ai eu quand même quelques fois, pas souvent, mais de temps en temps, j'ai des patients qui me font la remarque, oui mais c'est quand même cher de se complémenter. Et ben moi je dis que c'est toujours moins cher de se complémenter lorsqu'on suit une prescription qui a été faite, personnalisée, précise pour vous en fonction de vos symptômes après un interrogatoire clinique qui aura duré 1 heure, 1 heure et demie, que d'aller acheter à droite à gauche sur le conseil de sa voisine, de son voisin, après des compléments. Quand vous faites la somme, ça revient souvent plus cher et en plus c'est inefficace parce que ce n'est pas adapté, ça n'a pas été prescrit pour vous en fonction de vos symptômes et de votre biologie. Donc voilà, moi je dis que ça coûtera toujours moins cher de suivre une prescription que d'aller se complémenter comme ça à l'aveugle. Alors je reviens un petit peu sur le burn-out. Donc le burn-out effectivement c'est un épuisement dans le cadre professionnel, donc c'est un syndrome qui touche de plus en plus de monde, c'est assez exponentiel. Donc on a vraiment ce sentiment un petit peu cynique de son travail, on a ce sentiment de ne plus être capable de remplir ses fonctions, une sorte de désengagement vis-à-vis de son travail, avec déjà cette projection du je vais quitter mon entreprise, je vais quitter mon travail, cet épuisement vraiment qui est très proche qui ressemble à de la dépression, cette vision encore une fois cynique, avec vraiment ce sentiment d'amertume. Ça c'est un petit peu le tableau clinique du burn-out, de manière très simple, encore une fois. On peut réaliser il y a un questionnaire qui s'appelle l'échelle d'auto-évaluation du burn-out de Maslach, je sais jamais le dire, Maslach. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez aller faire ce questionnaire. Après, vous le faites bien évidemment interpréter par votre thérapeute. Hein. Ne jouez pas aux apprentis sorciers, mais voilà, c'est un questionnaire qui est en libre accès sur internet que vous pouvez réaliser. On a aussi le questionnaire l'échelle du stress perçu de Cohen que vous pouvez réaliser également pour voir un petit peu où est-ce qu'on en est. Est-ce que c'est du stress? Dans quelle phase vous êtes? Ça, il faut vraiment que ça soit déterminé par votre thérapeute parce qu'on peut aujourd'hui, grâce aux bilans hormonaux, savoir exactement, et au profil des neuromédiateurs, savoir exactement est-ce que vous êtes dans une phase d'alarme, de résistance, de chronicité, est-ce que vous êtes déjà en burn-out. Ça, c'est à déterminer par un professionnel de santé. Vous ne pourrez pas le faire par vous-même et les stratégies de prise en charge vont être totalement différentes en fonction de la phase dans laquelle vous allez vous trouver. Donc le burn-out, voilà, vous voyez ce que c'est. Et ce dont je voulais vraiment vous parler dans cette vidéo, après plus de 15 minutes d'introduction qui n'auraient pas dû être dans cette vidéo mais qui auraient dû être sur l'autre chaîne, mais j'ai du mal à vous parler de certaines choses sans mettre un petit peu les bases, les piliers pour savoir un petit peu de quoi on parle. Donc je voulais vous parler un petit peu des facteurs de risque, des facteurs prédisposants du burn-out parce que je pense que c'est un sujet qui pourrait vous intéresser, qui pourra nous emmener plus tard vers un autre thème de motivation qui est tout à fait intéressant et qui ne demande pas trop de réflexion. Les facteurs de vulnérabilité, donc ils sont à prendre avec pincette parce qu'il ne faut pas non plus que l'individu ait l'impression qu'il est au centre finalement de ses problèmes. C'est pas de sa faute, c'est l'environnement au niveau du travail qui est un problème. Mais il y a quand même des facteurs de vulnérabilité. Et en fait, on a déterminé 2 types de travailleurs. Et ça, c'est super intéressant et je vais vous inviter à essayer de définir à quel type vous appartenez. Donc dans un premier temps, on a le workaholic, donc c'est le travaillomane en fait, l'addict au travail. Et le workaholic, alors celui-ci, je sais jamais le dire, workaholic, voilà, on va dire ça comme ça. Alors le workaholic, lui, c'est vraiment l'addict au travail. C'est le travailleur qui, même lorsqu'il est chez lui, a du mal à se décrocher de son travail. Il a vraiment cette incapacité à se désengager de sa vie professionnelle, même lorsqu'il est dans sa vie privée. C'est celui qui va travailler de manière compulsive,
c'est celui dont la vie professionnelle va empiéter sur la vie privée. C'est celui qui va travailler mais dans le but d'obtenir une récompense, une reconnaissance sociale. Et c'est celui qui va adopter un comportement qui correspond à on va dire, une définition, un standard défini par la société, mais qui ne lui correspond pas personnellement. Donc lui, c'est vraiment le travail-man. Et d'un autre côté, on a le work engagement. Donc là, c'est plutôt le travailleur engagé. C'est celui finalement qui va travailler donc de manière tout aussi intense, mais qui va éprouver du plaisir dans l'acte même de travailler, qui va vraiment avoir un enthousiasme, une implication, une créativité. C'est celui qui va faire preuve de résilience face aux échecs, aux difficultés. Et finalement, c'est celui chez qui le travail, c'est une forme d'accomplissement et le travail a un effet positif sur sa vie privée. Alors que dans le workaholic, là, on a plutôt un impact négatif du travail sur la vie privée avec toujours ce sentiment de... Là, il y aura une sorte d'insatisfaction dans sa vie générale du fait de ce surengagement dans sa vie professionnelle. Donc, vous voyez bien la différence entre le travail-man et le travailleur engagé. Donc, à quel groupe appartenez-vous? Et vous vous doutez bien que si vous appartenez au groupe workaholic, là, vous avez plus de risques de faire un burn-out. Alors, comment est-ce qu'on l'a expliqué? C'est que ces deux types de travailleurs n'étaient pas, on va dire, animés par le même type de motivation. Et ça, c'est un thème qui est extrêmement intéressant, dont je vous reparlerai plus en détail, je pense. Mais concernant le burn-out, et donc ces deux types de travailleurs, on a mis en évidence, d'une part, que les work engagement, donc les travailleurs engagés, ils étaient animés par une motivation qu'on appelle une motivation primaire, une motivation intrinsèque. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des motivations qui en général se développent pendant la petite enfance et qui ont donc une forte rémanence, on va dire que ce sont des motivations qui sont pérennes, ce sont des motivations qui durent dans le temps, qui ne sont pas fluctuantes, notamment en fonction des échecs, elles sont très stables. Et les motivations intrinsèques, comment est-ce qu'on peut savoir si on est animé par une motivation intrinsèque? C'est finalement le fait de prendre du plaisir dans l'action en elle-même et de ne pas faire cette action dans le but d'obtenir quelque chose. Donc quand mon travail est un plaisir en lui-même, quand mon travail m'apporte satisfaction en lui-même sans attendre en retour de la reconnaissance, c'est une motivation primaire. Et cette motivation primaire nous permet de travailler sans même s'en rendre compte, plus que d'autres, nous permet de faire face aux échecs, nous permet donc de faire preuve de résilience. Et ces motivations primaires sont extrêmement importantes. C'est pour ça qu'il faut réussir à déterminer quelles sont nos motivations primaires pour pouvoir avoir une économie psychologique et ne pas avoir des motivations en dents de scie avec... Et d'ailleurs, c'est très intéressant quand on accompagne des patients pour perdre du poids, il faut trouver leur motivation primaire pour faire en sorte que leur motivation soit permanente et qu'on n'ait pas des phases où je fais attention à ce que je mange, puis j'arrête, j'abandonne, j'ai plus de motivation. Ça, c'est vraiment très important. Donc finalement, la motivation intrinsèque au niveau du travail, c'est je fais ce travail parce qu'il est intéressant en lui-même, parce qu'il m'apporte en lui-même, c'est une activité qui me nourrit, qui me ressource, et donc même si je travaille, ça ne me fatigue pas. En soi, parce qu'on n'est pas des machines non plus. Alors que le workaholic, lui, le travail-man, il n'est pas animé par une motivation intrinsèque. Il est animé par une motivation qu'on appelle extrinsèque, c'est-à-dire que finalement, je travaille pas, ce travail ne me donne pas de plaisir en lui-même. Je réalise ce travail parce qu'il va m'apporter une reconnaissance sociale, parce que je vais avoir une prime, parce que je vais avoir une augmentation de salaire, parce que je vais être reconnue tout simplement. Donc finalement, le travail est instrumentalisé, il va me servir à obtenir autre chose. Et ces motivations extrinsèques, secondaires, elles sont beaucoup moins pérennes que les motivations intrinsèques. Face à l'échec, ces motivations vacillent. Donc forcément, on aura plus tendance face à la difficulté, face à l'échec, à être démotivé
et donc à se retrouver dans un espèce de cercle vicieux à la recherche de reconnaissance qu'on n'obtiendra pas, et c'est un climat qui est très propice au surmenage et à la décompensation, au burn-out. Alors pour vous donner un exemple de motivation primaire, je vais vous donner un exemple personnel, le mien, concernant donc les travailleurs engagés et les travaillomanes. Donc moi dans la première partie de ma courte carrière professionnelle, j'ai été pharmacien d'officine et je faisais partie des workaholics. Donc j'étais donc un travaillomane, c'est-à-dire que je travaillais beaucoup, mais c'était pas par plaisir de pratiquer cette activité, c'était, enfin avec le recul bien évidemment, je me rends compte que c'était dans le but d'obtenir une reconnaissance sociale, une reconnaissance financière, c'était un peu dans ce but-là. Et donc ça marchait très bien, puisque du coup je n'étais pas face à des échecs. Et le principe des motivations secondaires, des motivations extrinsèques, c'est que tant que tout roule, ça va, il n'y a pas de problème, la motivation est toujours là. C'est au moment où vous êtes face à une difficulté, face à un échec, que là ça va se compliquer et que vous allez voir que cette motivation extrinsèque n'est pas pérenne et ne supporte pas les échecs, ne supporte pas la contrainte. Et puis depuis que j'ai ma consultation de micronutrition et de psychonutrition, j'ai basculé, en tout cas j'ai cette impression avec le recul, peut-être que plus tard je dirai le contraire, que je suis maintenant, aujourd'hui, j'exerce un métier avec une motivation intrinsèque. C'est-à-dire que j'ai le plaisir d'exercer le métier qui me procure du plaisir en tant que tel, sans rechercher à obtenir la reconnaissance d'autrui, sans chercher à obtenir des revenus financiers plus importants que ceux que j'avais avant. C'est vraiment le plaisir en lui-même de pratiquer la micronutrition, de pratiquer la médecine fonctionnelle, et je m'en rends bien compte parce que, par exemple, je préfère passer un week-end entier en congrès que d'aller en vacances. Ou partir en week-end, me balader. Je préfère payer 2-3 000 € à une formation que de m'acheter un sac. Je préfère aller faire l'université d'été que de partir une semaine en vacances. Donc je me rends bien compte que c'est l'activité en tant que telle qui me procure du plaisir. Et c'est ce qui fait que ma motivation est intarissable. Et qu'autour de moi, les gens me disent tous, mais comment est-ce que tu fais pour avoir autant d'énergie, autant envie de faire toutes ces formations, tous ces congrès, tous ces séminaires? Où est-ce que tu trouves ta motivation? Ben, c'est parce que c'est une motivation intrinsèque, c'est une motivation primaire. Donc ça ne me demande pas d'effort. Bon, après je reste une personne humaine, donc forcément je suis fatiguée, forcément voilà, la fatigue s'accumule parce que je fais beaucoup de choses. Mais en soi, je vois très bien la différence entre la première partie de ma vie professionnelle où j'étais une travaillomane et ça fonctionnait bien parce que j'avais pas d'échec, donc ma motivation extrinsèque était entretenue, et la seconde partie que j'ai commencé là il y a quelques années où je suis devenue un travailleur engagé et où ma motivation intrinsèque est à toute épreuve. Et je pense que mes deux types de motivation s'imbriquent l'une dans l'autre et que ça fait donc comme si c'était un 4x4, un 4 roues motrices, et que tout se passe bien, et d'où cette énergie à vouloir toujours apprendre plus, parce que c'est ce qui me plaît en fait aujourd'hui. Ma motivation intrinsèque, c'est d'apprendre, c'est de comprendre, c'est de pouvoir proposer mes compétences à mes patients, pouvoir les aider, et c'est ça en fait finalement que j'aime, c'est apprendre, comprendre et proposer mes compétences à autrui et me rendre compte que j'améliore leur qualité de vie. Alors on pourrait se dire oui, mais ça peut aussi être une motivation extrinsèque parce que tu attends aussi la reconnaissance des autres. Alors effectivement, peut-être que les deux peuvent s'entremêler et qu'il y a par-dessus cette motivation intrinsèque une motivation extrinsèque qui est celle de la reconnaissance du patient qui forcément vous remercie de l'aider à aller mieux. Et du coup, comme ça fonctionne bien, et ben du coup j'ai encore une fois cette sensation d'être en mode 4 roues motrices et que tout se passe bien puisque la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque fonctionnent bien tant qu'il n'y a pas d'échec. Donc tout ça pour vous dire qu'on reparlera de motivation intrinsèque, primaire, personnalité, on en reparlera, mais c'était pour vous imaginer un petit peu plus qu'est-ce que c'est que le travailleur engagé et le travaillomane et la différence entre motivation intrinsèque et extrinsèque. J'espère que ça vous aura un petit peu aiguillé, que je vous parle de mon cas personnel, en sachant qu'on n'est jamais
vraiment bien placé pour se juger soi-même. C'est toujours un peu plus facile lorsqu'on est dans une relation où on va en quelque sorte examiner et faire un diagnostic sur un patient. C'est moins facile sur soi-même, on a moins de recul, mais je pense que j'ai assez bien analysé la situation. Donc c'était vraiment un point que je voulais aborder avec vous. Essayez déjà de repérer, est-ce que je suis plutôt du côté des travaillomanes ou du côté du travailleur engagé? Est-ce que mes motivations au niveau du travail sont plutôt extrinsèques ou intrinsèques? Et déjà de faire le point là-dessus, ça permet de savoir est-ce que je suis à risque de me trouver dans une période de surmenage, voire de décompensation et burn-out. C'est quand même très intéressant. Donc j'aborderai juste rapidement ce qu'on fait donc dans une consultation de micronutrition, de psychonutrition, lorsque on est face à un patient qui présente du stress chronique mal géré, qui présente de l'anxiété, qui présente une humeur basse. On va notamment se baser d'une part sur des bilans biologiques. Donc on fait des bilans biologiques spécifiques, des profils hormono-salivaires, des profils de neuromédiateurs, le dosage du magnésium, le fer, voilà, il y a beaucoup de cofacteurs qui sont très importants. Mais je vous invite à regarder la vidéo spécialisée pour rentrer dans les détails. On réalise des questionnaires, donc on a des questionnaires fonctionnels comme le QMS, le DNS, il y a aussi des échelles, donc je vous ai donné le nom en début de vidéo, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Et avec l'interrogatoire clinique, ça nous permet de déterminer exactement quelle est la prise en charge la plus adaptée qu'on va utiliser, quels sont les outils qu'on va utiliser, est-ce qu'on va faire un petit peu de pleine conscience au patient, est-ce qu'on va lui faire un peu de cohérence cardiaque, est-ce qu'on va lui proposer telle ou telle complémentation en fonction de ses résultats biologiques, quel est le modèle alimentaire qu'on va lui conseiller. Mais voilà, c'est quand même un sujet qui est extrêmement intéressant. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que je vous ferai prochainement une vidéo sur les motivations, puisque les motivations primaires, en fait, ont déterminé 8 types de personnalités, et c'est toujours intéressant de savoir quelle est la personnalité que nous avons pour pouvoir connaître nos motivations primaires. Et notamment pour un thérapeute, c'est intéressant de déterminer quelle est la personnalité de son patient pour adapter le discours, pour adapter la manière dont on va proposer une prise en charge, parce qu'elle ne sera pas la même en fonction du type de personnalité que vous avez. Si vous êtes plutôt stratège et que vous n'êtes pas philosophe, c'est pas du tout de la même manière qu'on va aborder votre prise en charge si vous avez par exemple du poids à perdre et qu'on doit entamer un protocole qui va durer plusieurs mois. Voilà, je m'arrête pour cette vidéo, elle a été assez longue, je suis désolée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des témoignages à nous faire partager sur un burn-out, un épisode de stress chronique mal géré, voilà. Si vous aviez cette vision que le stress était finalement un signal d'alarme et pas quelque chose contre lequel on devait lutter, au contraire dont on devait se servir, je vous laisse nous partager tout ça en commentaire et je vous retrouve sur le blog pour l'article très complet et très détaillé et sur la chaîne YouTube de la micronutrition 2.0 pour la vidéo plus professionnelle et plus construite. Je vous dis à bientôt!